Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, c'est la première émission que nous tournons cette année 2024. Nous tournons avec beaucoup de défis déjà, défis annoncés par les premiers citoyens de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'était lors de son investiture pour le deuxième quinquennat qui commence déjà. Et là, il a annoncé 6 défis. Donc, lui parler des 6 priorités. Moi, je parle, ce sont des défis qu'il faut relever à tout prix pour permettre aux Congolais de se retrouver et beaucoup plus de se réjouir dans leur propre pays. Alors, je reçois Monsieur Emmanuel Lumpula, qui est expert. C'est avec lui que nous allons essayer d'analyser, de décortiquer les 6 priorités énoncées par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie et merci de m'avoir invité. C'est parti pour un second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo pour un deuxième quinquennat. Et vous avez vu une cérémonie grandiose au stade des Martyrs. C'est vraiment une cérémonie à la taille du Grand Congo. Quelle est votre appréhension? Oui, je pense que il faut dire que bon, il y a eu cette cérémonie qui est totalement bien passée et bon, ça fait en tant que pays, ça signifie que nous sommes en train d'organiser les élections et bon, je dirais que ça rentre dans les processus normaux. Lorsque le président a été proclamé, confirmé par la Cour, il doit être investi. Donc, c'est une cérémonie qui est prévue et qui est normale. Lorsque vous voyez plus de 18 chefs d'État, plusieurs délégations des gouvernements des pays étrangers, et puis autant d'invités, ça vous inspire quelque chose quand même? Bon, ça signifie tout simplement que les citoyens, ça signifie que le président de la République, du point de vue de la diplomatie, on peut dire que on peut dire que la RDC noue des bonnes relations, avec les autres pays. Ouais. Alors, du point de vue de la population, bon, je pense que ça représente l'ensemble des Congolais, je ne peux pas le dire, mais au moins, tout ce qu'on peut dire, que la cérémonie était bien passée. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Je dirais que le plus important, je pense que c'est les discours du chef de l'État, les engagements, les discours, ce que le président promet de réaliser pour les citoyens, pour le pays. Je pense que c'est là où il y a beaucoup plus mon intérêt en tant que citoyen. Merci, parce que vous parlez du discours du président Tshisekedi. Je voulais vous dire que dans son discours, nous avons retenu 6 priorités que moi, dans le cadre de cette émission, je transforme en défi parce que le président parle d'abord de la création d'emplois. Comment est-ce que le président pourra s'en prendre pour concrétiser, pour relever ces défis, selon vous, comme expert? Une très bonne chose, n'est-ce pas, que le président ait dans son discours ciblé la question d'emploi comme une question prioritaire. Nous sommes au Congo, je pense que le taux de chômage est très élevé. Le problème, c'est qu'on n'a pas dit comment on arrive à ça, comment on arrive à créer ces emplois-là. On a dit en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.
Je pense que le plus important, c'est d'identifier quels sont les problèmes qui bloquent, n'est-ce pas, ces domaines-là de création d'emplois. Il faut identifier. Et je pense l'un des problèmes, ou parmi les problèmes par rapport à la question de la création d'emplois, c'est en fait, il faut qu'il y ait des investisseurs. Il faut qu'on crée des sociétés. Or, pour créer des sociétés, il faut arriver à améliorer le climat des affaires, n'est-ce pas? Que ce soit pour nous, Congolais, ou que ce soit pour les étrangers. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Comment on arrive à améliorer le climat des affaires? Comment et donc ça prend beaucoup de choses. Il faut regarder notre code fiscal. Qu'est-ce qu'il prévoit? Est-ce qu'il y a des choses qui devaient être réduites ou qui devaient être améliorées dans notre code fiscal? Il faut regarder, ça peut aussi être lié au nombre de services qui interviennent ou qui interagissent. Et donc, bref, je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à mettre en place pour qu'on puisse stimuler le secteur privé à pouvoir créer de l'emploi. Parce que quand on parle de création d'emplois, c'est pas seulement l'État qui doit créer, mais l'État devra créer les conditions qui permettent au secteur privé de pouvoir investir massivement. Est-ce que il y a possibilité de créer plus d'emplois dans le secteur minier aujourd'hui? Je pense que dans le secteur minier, on peut y arriver, notamment avec la question de la sous-traitance. Je pense que ça, c'est aussi un secteur, non seulement qui va permettre aux Congolais d'accéder aux finances, parce que quand vous avez une société de sous-traitance, mais aussi ça va permettre de créer des emplois. Hein. Je pense qu'il faut regarder là-bas. Est-ce que la sous-traitance, comme ça fonctionne aujourd'hui, est-ce que le président peut s'appuyer sur cette structure pour pouvoir créer beaucoup plus d'emplois dans la manière dont ça fonctionne aujourd'hui? Je pense que c'est possible hein, de s'appuyer sur la question de la sous-traitance, parce que pour moi, c'est une question prioritaire et heureusement que c'est une question transversale qui touche presque tous les secteurs de la vie économique. Je pense que c'est un élément très important. Maintenant, la question, c'est la manière dont ça se fait aujourd'hui. Est-ce que ça permet d'arriver là? La réponse, jusque-là, est non, pour moi. On voit quelques efforts, mais je pense qu'on doit quitter le secteur, le domaine de la publicité. On doit quitter les domaines où on fait une publicité qui n'apporte absolument rien. Il faut rentrer. Il faut vraiment travailler au lieu d'investir. Chercher le populisme. Oui, le populisme. Ce qu'on voit, c'est le populisme. On met des panneaux partout. Ça n'apporte absolument rien pour les citoyens. Aussi, on utilise très mal les moyens qui devaient être investis pour promouvoir ces jeunes-là. Je pense que il nous faut une vision très claire de la question de la sous-traitance, et avec des gens capables de pouvoir se focaliser sur le travail que de faire le populisme. Il faut avoir une vision très claire de la sous-traitance chez nous. Ça veut dire que il faut beaucoup investir, hein, parce que pour avoir des marchés, les entreprises viennent investir. Ils ont besoin des entreprises qui soient qualifiées pour leur offrir la même qualité de service que les autres concurrents qui viendraient d'autres pays, par exemple. Et c'est vrai que la sous-traitance, elle est réservée aux entreprises congolaises. Mais il faudra investir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas déjà un acquis si on n'investit pas. Or, quand on essaie de regarder, il y a beaucoup de moyens qui sont utilisés à d'autres fins
qu'à investir réellement pour aider les jeunes entrepreneurs. D'accord. Alors, le deuxième défi que le président a énoncé lors de son investiture, c'est protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les niveaux de l'inflation et en maîtrisant les taux de change. Mais tout ce que je vais dire, d'abord, je ne suis pas économiste, tout ce que je vais dire, ce n'est un secret pour personne de savoir si vous voulez maîtriser les taux d'échange, il faut améliorer la production au niveau interne, hein, mais aussi augmenter les exportations. Disons, oui, les exportations des biens que nous produisons localement. Or, pour que nous puissions exporter, il faut qu'on arrive à l'autosuffisance nous-mêmes. Or, ici chez nous, jusque-là, nous importons tout. Parce que les dollars, on a besoin des devises, de la monnaie étrangère, c'est pour aller se procurer les biens à l'extérieur. Donc, le président a la réponse à sa question. Il faut améliorer la production au niveau interne, augmenter les exportations qui peuvent nous amener des devises et réduire les importations. Parlant des importations, il faut regarder qu'est-ce que la RDC offre au monde en dehors des minéraux. Ça fait qu'il faut qu'on aille dans les autres secteurs, hein, comme on l'a fait dans les secteurs miniers, qu'on essaie aussi de faire dans les autres secteurs pour qu'on soit en mesure de pouvoir exporter. Et donc, ça touche la question de la diversification de l'économie. Il y a cet autre défi, le président veut assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens, ainsi que la préservation de nos intérêts. Ça, j'ai relis le président tel qu'il avait dit, et il dit cela au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil judiciaire, plutôt l'appareil de sécurité et de défense, et par la poursuite du renforcement de la diplomatie. Donc ici, la première chose, le président dit, il va assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité des populations, du territoire et des biens. Oui, en fait, je pense que c'est tout ce que les Congolais demandent depuis longtemps. Hein. Donc, le président ne fait que rappeler ce que les Congolais demandent. Et si pendant le quinquennat, il peut arriver à concrétiser, je crois que ça sera une très bonne chose pour tout le monde. Et donc, il y a des outils, hein, qui peuvent être utilisés, la loi de programmation militaire, il y a aussi même pour la police, la réforme même de l'armée, de l'appareil sécuritaire, tout ça. Au-delà de ça, il y a la question de la paix. Améliorer les conditions de ceux-là qui nous protègent. Ça doit être une question. Je suis sûr que le président sous-entend ça quand il parle. Parce que c'est les hommes. Pour arriver à faire ça, il faut avoir les hommes. Et parmi les hommes, c'est les militaires, c'est les policiers, c'est leurs familles aussi, parce que ce sont les parents. Je sous-entends que le président compte s'investir davantage pour améliorer les conditions et arriver effectivement à répondre aux besoins et sécuriser les citoyens. Je suis parmi ceux qui pensent, en tant que citoyen congolais, que la sécurité ne pourra être bien assurée que par les Congolais. Je ne crois pas au fait que il y aura quelque part des gens qui vont venir nous sauver. Et donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut investir dans notre jeunesse. Il faut améliorer les conditions de ceux-là qui dorment dehors pour nous protéger. Et c'est à cette condition-là qu'on peut effectivement arriver à protéger les Congolais. Améliorer les conditions, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai vu le président construire les habitations des militaires. J'ai vu le président réhabiliter les hôpitaux
de nos forces armées. J'ai vu aussi le président faire, il a nommé de nouveaux dirigeants par réforme. Quand vous dites qu'il faut des réformes, de manière pragmatique, qu'est-ce qu'il faut? Oui, mais je viens de C'est souvent, même moi, les politiciens, les opposants parlent toujours, il faut bien payer nos militaires, il faut bien payer nos militaires. Mais il y a apparemment beaucoup d'efforts conjugués de ce côté-là. Parce que nos militaires ne sont pas bien payés aujourd'hui. Non, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas où ils sont ou ils ne sont pas bien payés. Mais je parle des conditions. Parce que on peut voir lorsque on rencontre nos services de sécurité, on peut voir leurs familles et des parents, n'est-ce pas? Donc, la question d'être bien payé ou ne pas être bien payé, c'est pas, je sais pas, il faut avoir les éléments, mais on peut voir à partir de ce que nos militaires reçoivent et voir leurs conditions en termes de vie, comment ils scolarisent les enfants, comment les endroits où ils vivent, les moyens qu'ils utilisent en termes de transport. C'est autant de questions qu'on peut résumer en termes de conditions. En termes de conditions. Vous rappellerez que quand Kabila les père, à l'époque, payait les militaires, les moins gradés, on n'avait même pas à nous poser la question si un militaire gagnait combien. C'était même une maman qui vendait au marché savait qu'aujourd'hui on a payé les militaires, n'est-ce pas? Donc c'est de ça que je parle, pour améliorer. Et si on a des jeunes motivés qui sont qui ont des conditions améliorées, je pense que les résultats même dans cette volonté du chef de l'État de sécuriser les Congolais, cela va se manifester. Et donc, tout ce que notre souhait, c'est que ça demande à ce que le président, avec ses équipes, travaille beaucoup pour améliorer. Si les moyens sont disponibilisés, il faut que le président se rassure que ça arrive à bon port. Si il y a des choses qui ne sont pas bien réalisées, il faut que le président et ses équipes arrivent à les identifier et à savoir où est-ce qu'il faut améliorer. Mais comme je l'ai dit, je ne crois pas à des gens qui vont venir sauver la RDC. Je crois en des jeunes Congolais motivés, bien traités en termes de conditions, qui peuvent arriver effectivement à donner leur vie pour... Là, on peut arriver à récupérer Rutshuru, Bunagana et... Certainement. C'est une question, pour moi, c'est une question pour moi, certainement, c'est les Congolais même peuvent le faire. Hein? Donc je ne crois pas... encore nettoyer les... Oui, il faut organiser, non seulement nettoyer, mais je dis bien, mais aussi améliorer les conditions. Hein? Je pèse mes mots. Nettoyer, vous pouvez arriver, vous chasser. Après, la situation reste la même. Donc, je pense que c'est ça. Il faudrait que, aujourd'hui, le pays est en guerre. On pouvait voir beaucoup de jeunes être engagés, aller, mais vous voyez que même les recrutements, c'est timide. Pourquoi? Parce que sous autres cieux, servir son pays sous les drapeaux, c'est une fierté. Hein? Pourquoi? Parce que les États mettent des conditions. C'est ça que nous demandons pour que nous tous les jeunes, lorsque le président fait appel aux jeunes, qu'on puisse voir un monde fou des gens qui viennent servir pour leur nation. Et ici, le vrai problème, c'est le fait que tout le monde considère qu'être dans l'armée, c'est la souffrance. Être dans l'armée, c'est là où on ne paye pas bien, alors que c'est un bon métier. Donc, c'est pourquoi nous saluons cette volonté du chef de l'État, tout en insistant sur le fait qu'il y a encore beaucoup de défis et qu'il faut hyper motiver ces jeunes en améliorant leurs conditions. Et je pense que c'est à cette condition-là qu'on peut arriver à mettre fin aux aventures des M23 à l'est de notre pays. Alors, poursuivre la diversification de notre économie et accroître sa compétitivité en optant pour la transformation
de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Est-ce que lorsqu'on transforme des minéraux sur les sols congolais, est-ce qu'il y a possibilité que l'on puisse se retrouver, que le pays puisse gagner? C'est primordial même. Nos minéraux, non seulement les minéraux, même si on investissait dans les autres secteurs, que les produits avant d'être exportés soient transformés localement pour donner de la valeur ajoutée. Et si on donne de la valeur ajoutée, on peut avoir plus de revenus. Actuellement, c'est que nos produits sont exportés sans être transformés localement. Et ça réduit. Ça constitue un manque à Oui, gagner. ça constitue un manque à gagner énorme pour l'État. Parce que c'est plutôt les autres qui font plus d'argent que nous, alors que les minéraux nous appartiennent. Donc, c'est aussi un point à saluer, cette volonté-là, parce qu'arriver à transformer des produits localement demande la mise en place d'un écosystème. Ce n'est pas un point qui est séparé des autres, n'est-ce pas? Ça doit être un écosystème. Et cet écosystème, on ne peut le créer que quand on réunit toutes les conditions, parmi lesquelles il faut avoir la fluidité des mouvements, il faut avoir des bonnes routes, il faut des bonnes routes, des rails et tout ça, et puis pourquoi pas des bons aéroports, pour que les gens puissent bien se déplacer, ou que les biens puissent bien facilement, de manière fluide, se déplacer d'un coin à un autre. Il y a aussi l'autre problème, c'est l'accès à l'énergie, qui est aussi un problème. Et donc, est-ce qu'on est en mesure d'augmenter nos besoins, de combler nos déficits énergétiques en investissant dans la production de l'énergie? Parce que ça doit être aussi l'un des points. Donc, bref, je partage l'idée, mais là, nous sommes encore au niveau de déclaration. Hein? Même s'il y a quelques faits que j'ai cités. On y va parce que le président lui-même a dit quelque chose que je vais vous rappeler. Je pense que vous allez peut-être commenter là-dessus. L'autre défi, c'est garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que couverture santé universelle, gratuité de l'enseignement et puis programme de développement local de 145 territoires. Oui, hein, je pense que parmi les problèmes qu'on a reprochés au chef de l'État, même pendant la campagne, c'est le fait que pendant les quinquennats, les 5 ans passés, le social n'a pas suivi. Et je pense que tout le monde l'attend à ce niveau-là. Mais si je prends ces réponses à nos amis, il dit, mais lorsqu'on parle de gratuité, ce n'est pas du social. Lorsqu'on parle de couverture santé universelle, ce n'est pas du social, ça. En fait, quand vous dites les sociales, là, vous faites allusion à quoi? Oui, en fait, il faut dire que on doit saluer cette volonté-là. Mais la volonté en elle-même, ça ne suffit pas. Il faut des actes. Oui, mais ne parlez pas de volonté, il y a des actes. Oui. S'il faut, je justifie aujourd'hui, parlant de la gratuité d'enseignement, par exemple, nous pouvons dire que c'est une très bonne chose. Que le gouvernement ait finalement pris la décision de rendre l'enseignement au niveau primaire gratuit. Mais il faudra, au-delà de ça, investir. Par exemple, la loi cadre sur l'enseignement dit que l'État doit donner des fournitures, même aux écoles privées. Parce qu'il s'agit de l'enseignement. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu l'État doter les fournitures? C'est pourquoi le président parle de... c'est pourquoi j'ai dit... On continue, on poursuit. Oui, c'est un exemple que je viens de vous donner. Juste un exemple que je viens de vous donner.
Donc, ça signifie qu'il faut mettre la main dans la poche, il faut mettre de l'argent. Il faut que l'État arrive à combler ces besoins-là. Il faut qu'on arrive à le paiement des enseignants. Il faut les payer. Oui, bien sûr, il y a des enseignants qui enseignent dans les conditions actuelles, mais nous savons que même moi qui vous parle ici, si on me mettait dans les conditions des enseignants actuels, je n'accepterais pas. Donc, c'est aussi la responsabilité du chef de l'État et de toutes les institutions de voir comment on peut réduire aussi les écarts des salaires, n'est-ce pas, ou des paiements. Comment on peut réduire le fait que les gens sont payés 4 fois, 5 fois, 6 fois par la même caisse du Trésor. Quelqu'un est député national. D'abord, il est ministre, payé par l'État, pris en charge par l'État. Il est député, payé par l'État. Député national, député provincial, payé par l'État. Professeur, payé par l'État. Enseignant, disons, oui, enseignant, professeur, enseignant, payé. Et bientôt, il y aura même des sénateurs. C'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Est-ce que vous pensez qu'il faut réduire le train de vie, l'écart entre le salaire d'un enseignant et d'un ministre, d'un député? Pour vous, au stade actuel, un député peut toucher comme un monument? Je pense que c'est une question qui doit être analysée froidement. Parce que les gens ont toujours crié. Non, c'est parce que moi, je parle des écarts de salaire. Ça veut dire que quand on prend un licencié qui est enseignant et un licencié qui est député, d'abord, ils ont tous le même niveau de formation. Qu'est-ce qui fait que l'autre doit avoir moins de $200, n'est-ce pas? Et l'autre doit avoir $33 000. C'est une question de justice sociale, une question d'équité en tant que nation. Donc, pour moi, pour régler les questions sociales, il faudra qu'il y ait la justice distributive en regardant la réalité de notre pays, en regardant la situation de nos concitoyens, mais en regardant les budgets de notre pays. On parle de 16 milliards, mais nous avons une population de plus de 100 et quelques millions, de citoyens. Et ce sont des réalités. De mon point de vue personnel, les politiciens viennent rendre service. Hein? Et pour ça, ça ne leur donne pas de privilège d'être les mieux payés. Parce que nous venons d'une situation où les gens, l'aspect moral n'existe presque plus. Et donc le président, c'est la référence. Vous voyez? Pour moi, un président d'un pays comme la RDC ne doit pas avoir plus de $40 000. Pas plus de $40 000. Pour moi, un ministre congolais ne peut pas avoir plus de $10 000. Un député congolais au niveau national ne peut pas avoir plus de $5 000. 5 000. D'ailleurs, et les ministres et les députés, 5 000 iraient pour moi. $5 000 le mois. N'est-ce pas? Les véhicules qu'ils utilisent. Aucun ministre ne peut avoir un véhicule de plus de $20 000. Parce que, déjà, tu as un véhicule de 20 000, il y en a qui font le pied. Il y a beaucoup de choses qu'on devait. Leurs équipes, le nombre de gardes du corps, les carburants qu'ils utilisent. N'est-ce pas? Par rapport aux réalités que je vous ai citées, le nombre de Congolais
la taille de notre budget, les difficultés et les défis que nous avons, moi, ce que je viens de vous donner, et donc je serais content d'avoir 5 000, et là, j'exagère. Alors, et j'ajoute encore, et on devait éliminer tous les autres avantages. Venir au conseil des ministres, on ne doit pas être payé. C'est apprendre. On ne force personne de venir servir sa nation. On ne force personne de venir servir la nation. Tu ne peux pas, toi-même, tu dis que je viens servir et toi-même, tu te sers. On ne fait pas servir la nation comme ça. Participer à une réunion de commission, on doit te payer. Pourquoi on doit te payer? On a vu les DG ici, qui prennent même un DG qui se promène avec des avions privés et tout ça. C'est des choses. C'est l'argent. Il y a des choses qu'il faut bannir. Il faut bannir. Non, un ministre qui se déplace avec un avion, un jet privé. C'est des choses dans un pays comme la RDC. Si nous voulons que le chef de l'État... Et là, si on vous retourne, on dit, bon, c'est parce que lui n'est pas là, c'est pourquoi il parle comme ça. S'il était là, non, pas du tout. Il aurait fermé seulement la bouche. Non, pas du tout. Je suis en train de parler d'une règle qui doit être appliquée à tous. Les DG, vous n'en avez pas parlé. Les DG, regardez, les DG de la RDC sont sur des sociétés, des canards boiteux, des sociétés qui ne fonctionnent pas, mais ils ont des paiements mirobolants, des avantages à couper les souffles. Là, vous demandez au président de la République de bannir ça. Immoral, c'est immoral. Tu es à la tête d'une société qui ne marche pas. Et tu as des paiements, et même quand tu fais ton travail, tu te fais payer sur ce travail-là. Ça, c'est grave. Alors, et donc, pour moi, c'est des questions qu'il faut regarder. Et puis, les DG, j'ai vu même des DG être sécurisés par la garde présidentielle. Et c'est quoi ça? Et vous savez bien que le budget de la RDC est consommé, ceux qui gèrent le budget le consomment à plus de 80%. Ceux qui sont censés, c'est-à-dire, regardez les chiffres. La grande partie de notre budget va dans la consommation. Et la consommation, c'est tout ce que je suis en train d'énumérer ici qu'il faut mettre, il faut réduire. Vous avez souvent suivi les dépassements budgétaires. Mais ça vient parce que on consomme plus. Et d'ailleurs, on met moins d'argent dans des outils de production que dans les institutions qu'il faut que consommer. Donc, pour que nous puissions investir dans les outils qui peuvent produire, générer des revenus, nous devons réduire les institutions qu'il faut qu'elles consomment. Le train de vie Il faut réduire le train de vie des institutions. Et là, pour moi, j'inviterais, parce que le président de la République est devant un grand défi. Lui-même a vu quand il a fait le tour de la RDC. Et dans sa propre conscience, il sait que le peuple souffre. Et l'unique moyen de le faire, c'est les éléments que je viens de dire ici. Et ça demande du courage. Parce que ça commence par vous frapper vous-même. Je viens de donner le salaire que vous estimez, voilà. que j'estime valable pour le président. N'est-ce pas? Et donc, le président, à la fin de son mandat, il devait faire 40 000 $ fois 12 fois 5. Normalement, c'est ce qu'on devait trouver dans son compte. N'est-ce pas? Là, c'est selon vous. Selon moi. Et selon lui, parce que lui veut transformer la RDC. Oui. Lui veut aider le peuple, n'est-ce pas, à quitter les solutions. Voilà, donc je suis en train de lui donner une recette pour arriver à financer son programme. Et je continue à croire, si nous réduisons notre train de vie, je pense qu'on aura plus d'argent à investir dans les social et peut-être qu'on aura moins besoin d'aller prendre l'argent chez autrui. Alors, le président parle enfin de renforcer l'efficacité de nos services publics. Et ici, moi, je vois l'administration.
Je vois l'administration. Alors, il dit qu'il va renforcer l'efficacité. C'est une fille qui a des couacs. Mais c'est l'administration, c'est là où se trouvent tous les problèmes de ce pays aussi. En fait, il y a deux choses. Et je suis d'accord avec le président. Je crois que c'est aussi l'un des problèmes. L'administration ne fonctionne presque pas. Hein? Quand vous regardez les ministères et leurs administrations, allez-y. Les secrétariats généraux. Cabinets et les secrétaires. Oui. Le ministre arrive. Oui, le ministre arrive. Le ministre devait s'appuyer sur les secrétariats généraux. Là. Parce que c'est l'administration, c'est là où il y a des techniciens. Mais qu'est-ce qui arrive? Le ministère, dans les ministères, les gens viennent avec leurs conseillers, qui ne sont même pas du domaine, qui ne connaissent même pas. Et c'est sur ceux-là qu'on s'appuie pour administrer un ministère. Non. Ça veut dire qu'il faut donner du pouvoir à ces gens-là. Il faut imposer aux ministres qui arrivent de travailler réellement avec l'administration. Et pour ça, il y a beaucoup de choses. Je peux vous donner assez d'éléments. Par exemple, quand vous allez dans l'administration, il n'y a ni machine. Quelqu'un qui travaille pour l'État n'a même pas une adresse mail professionnelle. Il utilise sa machine, il utilise sa connexion, il utilise son adresse email, il arrive au travail à 11h, il repart à 14h, et les ministères ne veulent pas collaborer avec ces gens. Pourtant, il y a les frais de fonctionnement qui... Les frais de fonctionnement sont gérés. Et d'ailleurs, je ne sais pas si le président, avec le nouveau gouvernement qui va arriver, il faut contrôler. Allez dans le ministère, il n'y a rien. Le ministre gère l'argent dans leur caisse. C'est l'argent qu'on donne au ministre qui bouffe. Le ministre avec les comptables. Oui. Quand on sort l'argent de fonctionnement, c'est le ministre lui-même qui prend le couteau, qui saucissonne. Ce n'est pas un secret. Tout ce que, je le dis de manière brute parce que c'est ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, comment? Je suis d'accord avec le président. Est-ce que le président peut arriver maintenant à créer l'harmonie entre l'administration et les cabinets politiques qui sont les ministères? Est-ce qu'on peut arriver à trouver des ministères qui fonctionnent maintenant où le ministre n'est pas le roi de tout? Où ceux qui sont dans les ministères sont des laissés pour compte, où les ministres peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur ces gens-là. C'est ça. Je pense que le président peut-être a compris ces problèmes. Où dans les cabinets, les gens viennent avec... Vous trouvez dans un cabinet ministériel, si c'est un homme qui est ministre, sa femme, ses enfants, ses oncles, c'est eux qui tiennent le cabinet et qui se comportent comme en famille. Comme des princesses et des... Comme en famille. Des princes. Et donc, ceux de l'administration n'ont aucun mot à dire. Pourtant, c'est l'administration. C'est l'administration qui devait orienter les ministres. Donc, pour moi, je le dis de manière crue, pour permettre à ce que ces mauvaises pratiques-là... Le président doit, comme il a évoqué lui-même ça, il doit être le plus... il doit veiller, il doit regarder. Un ministre ne peut pas mettre sa femme, ses enfants, tout ça au cabinet. Il ne peut pas venir trouver les gens de l'administration, les mettre de côté et mettre ces gens. Il doit permettre avec l'argent du fonctionnement là, ne devait pas être donné entre les mains du ministre ou les comptables les comptables n'ont pas assez de pouvoir. Les ministres, c'est des tout-puissants. Non, mais c'est les comptables qui désorientent les ministres. Les comptables de l'État viennent dire, Excellence, voilà, il y a telle somme, il y a telle somme, il y a telle somme. Et alors, l'argent, ça vous pouvez même prendre, il n'y aura rien. Ça vous pouvez, le ministre prend sa part, il donne sa part. Alors, les comptables, c'est fini. Les institutions devaient faire leur travail. C'est un problème qui nous rattrape, qui est clair et qui empêche même les services de l'État de pouvoir fonctionner.
Moi, je conseillerais que, de manière très claire, les ministres ne puissent pas venir avec beaucoup de conseillers. On essaie de limiter le nombre de conseillers. Les membres du cabinet. Les membres du cabinet. Pour les membres du cabinet, c'est Deux. déjà limité. Il y a Deux. une loi sur ça. Il y a Oui, il faut une ordonnance. limiter. Ouais. Ça, c'est de un. De deux, il faut vérifier qui est là-bas. Les services de renseignement peuvent aider le président à dénicher. Si tu as mis tes enfants, ok, il n'est pas interdit de travailler avec un de ses enfants, il n'est pas interdit. Mais si on trouve ta femme, Mais non, qui ne non, font rien. Le problème, c'est s'il y a un enfant non, ils doivent être payés capable, parce qui qu'ils travaille, oui, S'ils parce qu'il est travaillent pas, congolais. Mais si c'est des gens juste pour avoir de l'argent de l'État. non, pour garder la caisse de papa. L'émission. Les À seules la place affaires, des gens capables qui devaient le faire pour l'intérêt du pays, là, il faut sanctionner. il faut sanctionner. Est-ce que le président, mais malheureusement, pendant les 5 ans, c'est ce qu'on a vu, les 5 ans passés du président, heureusement qu'il vient de se réveiller. Et donc, nous espérons que le ministre qui va nommer actuellement va changer la donne. Il faut qu'on arrive, qu'on trouve une administration qui fonctionne réellement. Alors, Monsieur Emmanuel, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous avons décortiqué, analysé les 6 priorités ou les 6 défis énoncés par le président Tshisekedi à son investiture. Est-ce qu'il y a un autre défi, mais que le chef n'a pas cité, que vous, personnellement, vous voulez peut-être rappeler au chef qu'il a laissé tel? Et moi, je pense que le problème de la RDC, c'est la transformation de l'homme congolais. La transformation de l'homme congolais. C'est-à-dire que tout ce que le chef a dit, si l'homme congolais n'est pas transformé, là, on peut parler de changement de mentalité ou bien transformer l'homme. Passe aussi par le changement de mentalité, le changement de la manière dont nous faisons les choses tous. Qu'est-ce que vous faites de ça? Et le point que le chef n'a pas touché, c'est la justice. Même la Bible dit la justice élève une nation. Et je prends la justice dans tout son sens. Comment le chef va arriver là-bas si les plus grands piliers qui est la justice n'est pas devant? Pour moi, ça c'est... Je concède que le président ait identifié ça, c'est bien. Mais pour arriver à concrétiser, il y a ces piliers-là qui doivent... Il faut le changement de mentalité et plutôt la transformation. Pas faire les changements de mentalité comme les structures qu'on crée à la présidence. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle de la justice. Que la justice fasse son travail. Une justice forte, équitable et juste. Pas une justice qui est à la hauteur du client. Ou des deux poids, des mesures. Des deux poids, des mesures. Donc, il faut que la justice fasse son travail. Et je continue à croire à la justice. Tout est possible. Mais que l'État, le président fasse de ça une priorité. Que les juges soient dans les conditions de dire les droits, sans subir des pressions, sans subir quoi que ce soit. Je pense que, mais aussi, il faut mettre les moyens. Ici, c'est une chose de dire, je veux une bonne justice. Parce que la justice, en soi, c'est quoi? C'est un service, c'est comme tous les autres services. Ouais. Un service social. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive. Et pour moi, je pense que ça, c'est très, très, très capital. Si on ne fait pas ça, parce que la justice, quand je parlais des questions de salaire, c'est aussi ça la justice. Comment l'autre va avoir 33 000 $, qui a le même diplôme que moi, et moi j'ai 200 $ et 100 $. C'est ça en fait. Donc, je dis bien, il faut qu'il y ait la justice. Et la justice, sur toutes ses dimensions, sociales, distributives, justice, et où tu as un problème, tu pars, riche ou pauvre, vous êtes traités de la même manière. Voilà, Monsieur Emmanuel Lumpula, merci pour toutes les réponses données à nos questions. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la première pour 2024. Merci beaucoup. La suite au prochain numéro. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission Grand Défi ce jour.
Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.